Aujourd'hui, un podcast un petit peu exceptionnel. Charles n'a pas pu venir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charles? Je me suis fait mal au dos. Donc, l'invité d'aujourd'hui, il s'appelle Maître Benoît. C'est quelqu'un qui est très très rare sur les réseaux sociaux. J'y suis allé seul et très bien préparé parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez apprécier. C'est très informatif. Et laissez des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à le contacter aussi pour ses services. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Hein. Et si vous voulez participer au podcast, vous trouverez en description de vidéo notre email, notre Instagram. Vous pouvez nous envoyer un message et on se verra peut-être sur ce beau canapé du coup. Voilà. Allez, Bon visionnage. Bon visionnage. À très bientôt. Les délits, les infractions qui reviennent le plus. Je dirais que le numéro 1, c'est la diffamation. Vous savez que même au tribunal, quand vous êtes là-bas, il y a même vraiment des étages entiers qui sont pour la diffamation. Enfin, c'est incroyable. Rien qu'avec l'alcool, si vous conduisez en état d'ivresse et que vous créez un dommage, vous êtes, je crois de mémoire, qu'on est à 3 ans de prison au maximum. Hein. Le vaping, tiens, le vaping. Le vaping, par exemple. Incroyable ça. Il y a même une histoire connue, hein, je veux dire. Hein. Il y a eu quand même une personne qui s'est fait poursuivre et qui a même fait... 5 jours, je crois, de prison. C'est ça, des jours de détention, exactement. Il faut comprendre qu'ici, en Thaïlande, toutes les infractions peuvent aller jusqu'à des... Enfin, sont toutes marquées, c'est toutes marqué à des peines de prison. On voit toujours, bonjour, on peut avoir une amende ou 6 mois de prison. On met un 0 étoile sur un hôtel de Giggle Review, on se fait poursuivre. Ah, ça c'est incroyable. C'est des choses qui sont arrivées. Et ils ont gagné, les hôtels à gagner. Ils ont gagné. Overstay, alors il y a plein de mythes sur les overstay, 1 semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on risque? Vraiment, ce qu'on risque, c'est 3 mois, c'est après 3 mois, vraiment, c'est criminalisé et on est vraiment dans une sanction pénale. Maintenant, si on a fait une infraction pénale en Thaïlande, on doit répondre de la justice thaïlandaise. L'ambassade ne peut pas dire du jour au lendemain, bonjour, voilà, vous n'avez plus rien à vous reprocher. C'est pas le rôle de l'ambassade. Mon cabinet a été victime d'un énorme scam où on a modifié la direction de mon cabinet et l'actionnariat en falsifiant ma signature avec juste un document. Vous avez déjà sauvé à nos compatriotes d'une situation impossible? Oui, beaucoup. Oui. Quoi? Quel type? Maître Benoît, merci beaucoup de m'accueillir dans votre office. C'est comme ça qu'on dit? Exactement, merci d'être venu. Bon, vraiment c'est un honneur parce que vous vous faites rare sur les réseaux. Récemment, vous avez eu une petite péripétie dont on va parler rapidement. On a vraiment énormément de questions à vous poser, notamment des questions qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux et que beaucoup de nos compatriotes se posent. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 minutes? Bien sûr, donc moi je suis Maître Benoît, je suis avocat barreau de Paris, je suis en Thaïlande installé depuis 2017 et je suis spécialisé dans le droit des affaires, fiscalité et voilà, on va dire que ça fait quand même, j'ai une belle expérience de la Thaïlande puisque ça fait quand même plusieurs années que j'y habite. Je suis également le directeur du cabinet Benoît & Partners, le directeur et l'actionnaire avec mon associé thaïlandais, Maître Chongchanok. En tant qu'étranger, en tant que Français, vous pouvez être avocat en Thaïlande? Alors non, je suis avocat français, mais je ne suis pas avocat en Thaïlande, je ne suis pas avocat thaïlandais. Je suis directeur d'un cabinet d'avocats. Pour être avocat en Thaïlande, il faut être thaïlandais. Donc c'est un principe de nationalité. Donc vous employez des avocats? Exactement. Donc moi, vraiment, mon travail consiste vraiment à, je dirais, être le directeur du cabinet. Donc à bien sûr gérer le cabinet, superviser bien entendu le travail de mes avocats et leur apporter bien entendu s'ils ont besoin, gérer un appui dans les dossiers. Mais il faut comprendre que tout le domaine juridique est traité par des avocats thaïlandais. On coupe la vidéo 2 minutes. Si vous avez pour projet de venir vivre en Thaïlande, nous avons la solution à tous vos problèmes. Nous avons commencé un partenariat avec Siam Expat qui va vous aider dans vos démarches pour venir vous installer en Thaïlande, que ce soit pour les visas, les assurances, le permis automoto ou alors la scolarité de vos enfants par exemple, etc. Vous trouverez en description de vidéo le lien Siam Expat. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, vous allez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite avec Can qui est franco-thaï qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre. Voilà pour ça, retour à la vidéo. C'est parti. Vous faites de la fiscalité, vous êtes spécialisé dans la fiscalité. Oui. Vous faites aussi du criminel, pénal? Alors, on a un petit département, je dirais, contentieux, mais c'est pas notre domaine de spécialité, je dirais, au cabinet. Vraiment, le cabinet est spécialisé en droit des affaires, et c'est ce qu'on traite dans le plus de dossiers. Donc, on a différents départements, je dirais, qui sont assez larges. On a beaucoup de sociétés, beaucoup, bien entendu, de visa, permis de travail, beaucoup de BY, FBL, également tout ce qui est en matière d'investissement en Thaïlande, condominium ou autre type d'investissement. Ok. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené en Thaïlande? C'est une très bonne question d'ailleurs. Voilà. Bon, moi, je suis venu d'abord dans un premier temps pour un travail. Je n'étais jamais venu en Thaïlande et j'ai accepté une offre d'emploi pour travailler pour un cabinet thaïlandais qui était dirigé par un Thaïlandais.
Et j'ai intégré ce cabinet. Ce cabinet a eu une certaine, je dirais, évolution. On a eu une grosse évolution dans ce cabinet où j'ai eu une certaine carrière aussi dans ce cabinet. Donc je suis venu plus pour un aspect professionnel. Ok. J'ai travaillé pendant 5 ans où j'ai pu vraiment apprendre tout le droit thaïlandais, etc. pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet avec mes collègues, d'ailleurs, qui travaillaient dans mon ancien cabinet. Donc en fait, mes associés, aujourd'hui, sont mes anciens collègues de travail dans ce cabinet. Vous avez appris, et là c'est intéressant, vous avez appris la loi thaïlandaise pendant 5 ans. Donc, comment on apprend la loi thaïlandaise même en étant avocat? Est-ce que vous allez à l'université? Est-ce que vous lisez le code civil, le code pénal? J'avais 2 traducteurs. J'avais un traducteur franco-thaï et un traducteur anglo-thaï. Donc 2. Donc tous les jours, j'avais tous les textes de la 3D. Et je devais connaître, bien entendu, tous ces éléments pour que je puisse expliquer aux clients. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est les avocats thaïlandais qui font le travail. Donc c'était vraiment les avocats thaïlandais qui le faisaient. Mais moi, il fallait que j'explique aux clients, que je leur explique tous les éléments, bien entendu, dans leur dossier. Donc je devais connaître, bien entendu, la loi pour que je puisse leur expliquer. Aujourd'hui, vous avez un gros bureau, ça s'appelle un office de loi, comment ça se dit? On peut dire un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats. Quelle est la proportion de nos compatriotes français ou francophones comme clients? Et donc, on a une grosse proportion, hein, je dirais que 60% de notre clientèle est francophone. Donc ça fait quand même une grosse part, bien entendu. 60% quand même. 60%. Ok. Donc on a une préférence pour la clientèle francophone. Je pense que c'est aussi pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est que je suis moi-même avocat français, donc ça, bien entendu, c'est plus, je dirais, facile de travailler avec des compatriotes. Le deuxième point aussi, c'est, je dirais qu'il y a eu beaucoup aussi, je pense, d'expatriation de Français, surtout d'après Covid. Donc beaucoup de Français sont partis de France et sont venus s'installer en Thaïlande. Quel est le type de dossier qui revient le plus souvent? On en a, je dirais, de divers et variés, beaucoup d'expatriations, beaucoup de personnes qui veulent bien entendu s'expatrier, vivre en Thaïlande. Donc ça, ce sont des types de dossiers qu'on a vraiment quotidiennement. Je dirais beaucoup de demandes, même par jour. On a bien entendu tous ceux qui veulent s'implanter, faire une société. On a également, je dirais, beaucoup de demandes de sociétés thaïlandaises, des personnes mariées, par exemple, qui veulent faire un business en Thaïlande avec leur épouse. On a également beaucoup de demandes d'investissement, des investissements pour des condominiums, des investissements pour des leases. Donc ça, c'est ce qu'on a quotidiennement dans au sein de notre cabinet. On a également un département comptable. Que l'on, bien entendu, avec des comptables, bien entendu, on a aussi des experts comptables au sein de notre Ce qui est cabinet. primordial quand vous commencez une société en Thaïlande, vous avez besoin d'un comptable. C'est obligatoire, Ouais. obligatoire puisqu'il faut faire un bilan financier annuel. Donc c'est un point qu'on oublie et je pense avoir un comptable sérieux en Thaïlande, je pense que c'est un peu la clé parce que souvent on voit des choses qui sont souvent incroyables dans les bilans financiers. Je suis passé par là et votre comptable peut vous sauver votre business ou vous le planter aussi, attention. Oui, complètement. Ouais. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Hein. Donc, bien choisir son comptable, c'est primordial. La différence fondamentale, on va pas trop rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais la différence fondamentale entre le droit pénal français ou le droit français et le droit thaï. Alors moi, je suis pas pénaliste français, mais je peux répondre déjà de toute mon expérience par rapport à ça. C'est déjà par rapport en France, je dirais on va dire qu'on a une présomption d'innocence, on a des droits qui sont beaucoup plus, je dirais, prononcés en matière de la protection de la personne qui fait l'objet, je dirais, d'une enquête, alors qu'en Thaïlande, il faut normalement démontrer son innocence dès qu'en fait, l'action en fait a été lancée. C'est-à-dire que si demain la police décide de poursuivre, il faut que la personne démontre son innocence, et en plus de ça, si on est en étranger, il y a des confiscations de liberté par la confiscation de son passeport. C'est ça la plus grande, en fait, des différences. Donc, on est sur des systèmes qui sont vraiment diamétralement, je dirais, différents, opposés même, je dirais, par rapport à ça, sur c'est, je dirais, le principe de qui apporte la preuve, en fait, par rapport à ça, Donc vous me dites qu'il n'y a pas de présomption d'innocence ici? Il y a une présomption d'innocence, mais elle est juste, je dirais, vue différemment, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire que demain, par exemple, quand vous êtes étranger, vous faites l'objet, par exemple, vous êtes accusé, par exemple, d'un délit, bah, si la police estime qu'il y a des chances qu'ils prennent l'affaire et qu'ils envoient l'affaire au procureur, votre passeport va être confisqué. C'est une privation de liberté. Ça, vous n'avez pas ça. Enfin, vous avez en France ça pour des délits qui sont extrêmement graves, mais pas pour tous les délits. Donc, alors qu'en Thaïlande, vous avez ce principe qui s'applique pour n'importe quelle situation. Donc, il faut comprendre qu'on est vraiment dans un système
ou pour simple action, pour un simple élément pénal, qui soit même une bagarre ou des choses comme ça, on peut arriver dans des conséquences qui sont folles. Donc on est bloqué, on doit attendre le procès et on doit attendre bien entendu de se faire juger pour récupérer après son passeport. Parlons justement des problèmes légaux les plus courants que vous voyez passer, les délits, les infractions qui reviennent le plus. Je dirais que le numéro 1, c'est la diffamation. Vous savez que même au tribunal, quand vous êtes là-bas, il y a même vraiment des étages entiers qui sont pour la diffamation. Enfin, c'est incroyable, faut le voir pour le Oui, j'y croire. suis allé. Voilà. J'y étais. Vous connaissez, alors, J'y voilà. étais. J'y étais. J'ai eu un cas de. J'ai poursuivi une fille en justice. Donc ceux qui me suivent connaissent un petit peu cette histoire qui m'avait diffamé en ligne. Et ça rigole pas en Thaïlande. Vraiment, ça ne rigole pas. On va en reparler. Mais diffamation en premier, vous dites? Oui, la diffamation, c'est vraiment, je pense, je dirais le délit le plus commun et celui où on le voit le plus en fait au tribunal. Le deuxième, c'est la fraude. Il y a beaucoup de fraude en fait, énormément en Thaïlande. Le troisième, je pense que c'est le vol. Voilà, on voit beaucoup d'histoires de vol, etc. Même chez les Français. Donc c'est. Je dirais plus en général, parce qu'en fait, le vol peut se catégoriser de différentes façons, en fait. Hein. Mais on voit beaucoup de ce genre d'affaires, oui. Accident de la route. Il y en a, c'est énormément. C'est vrai que c'est une partie importante, qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. Mais souvent, les accidents de la route, je dirais que si l'accident n'est pas trop grave, il y a une possibilité toujours de discuter avec la famille pour gérer, ne pas que le policier poursuive l'affaire. Par contre, si le policier poursuit et qu'on est sur des accidents qui sont quand même graves, quand on parle grave, on parle de plus de 7 jours d'ITT en fait, ce qui va entraîner en fait directement une qualification supérieure à l'accident et donc qui peut entraîner des poursuites judiciaires. Très souvent, les stéréotypes reviennent. La police vous arrête, vous ne portez pas votre casque, vous avez un petit peu d'alcool dans le sang, ils vous arrêtent. Et ça peut coûter très cher en vérité. Là, légalement, si vous n'avez pas votre casque et que vous avez un peu d'alcool dans le sang, qu'est-ce qu'on risque? On peut risquer, rien qu'avec l'alcool, si vous conduisez en état d'ivresse et que vous créez un dommage, vous êtes... alors, j'ai pas la loi exacte, mais je crois de mémoire qu'on est à 3 ans de prison au maximum. Hein. Donc, Mais si on n'a pas créé de dommage, c'est-à-dire qu'on a arrêté, on est testé et que vous avez quand même... c'est quand même une infraction qui est quand même grave. Je veux dire, vous conduisez en ça état peut être très alcoolique, grave, on est ça peut être d'accord. très grave, hein, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas fait un dommage. Le dommage est un supplément, si vous voulez, une circonstance après, bien entendu, à ce que vous avez établi, mais vous êtes en infraction, en fait. Vous conduisez en état d'alcoolémie, donc vous êtes en infraction. Si jamais j'ai un autre cas pratique, j'ai un accident de la route, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que vous nous conseillez d'arranger ça à l'amiable tout de suite sur place? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être juste. C'est-à-dire que d'abord, il faut toujours trouver et discuter, je dirais, avec la personne. Ça dépend si vous êtes en tort ou pas en tort. C'est des questions, bien sur ce point-là. Mais je pense qu'il faut toujours utiliser la voie du dialogue. Il ne faut jamais s'emporter. Et moi, je vois souvent des affaires, en fait, qui partent trop loin. C'est quand les gens s'emportent, en fait. Et ça, c'est la première recommandation que je pourrais donner à toutes les personnes qui regardent ce soir. C'est surtout pas s'emporter, rester calme. Et si on voit que la personne est vraiment énervée, ben, directement même faire appel à un avocat. Parce qu'en fait, l'avocat va calmer la personne et va trouver un moyen, bien entendu, de s'arranger. Que ce soit si c'est des dommages matériels, l'assurance peut prendre en compte, etc. On peut toujours discuter sur ces points. C'est juste qu'il faut surtout éviter l'escalade, en fait. Parce que quand on arrive à l'escalade, ça peut arriver à des... Enfin, j'ai même vu des bagarres, je veux dire, il peut y avoir accident plus bagarre après. Ça peut être vraiment une escalade de problèmes qu'on peut avoir. On n'a jamais rien à gagner à s'énerver avec les Thaïs. Jamais. Les Thaïs ont une très bonne nature, une nature vraiment de gentillesse. Et si on reconnaît notre faute et si on est gentil, on peut discuter et on peut régler tous les problèmes. Mais je pense qu'il faut être dans les deux côtés, que ce soit où le Thaï a fait même un accident ou la personne a fait un accident. Il faut rester calme dans les deux côtés et quand même montrer je pense qu'on est c'est important d'être gentil dans le pays où on habite. On est d'accord. Les lois anodines, hein, des lois qui surprennent les Français ici. Ah bon, je savais pas que... Plein, je pense qu'il y en a énormément. Vous savez, il y a une liste, je pense on peut en parler toute la nuit, hein, mais peut-être qu'on parlait... Le vaping, tiens, le vaping. Le vaping, par exemple. Incroyable. Il y a même une histoire connue, hein, je veux dire. Hein. Il y a eu quand même une personne qui s'est fait poursuivre et qui a même fait... 5 jours, je crois, de prison. C'est ça, des jours de détention, exactement. C'était de la garde à vue, on dit? C'est de la garde à vue? Non, c'était la détention. Ah, carrément. Parce que sinon, c'était la garde à vue, on serait pas sur 5 jours, on serait à la fin. Il y a eu de la détention. Donc, on le rappelle, le vaping en Thaïlande est interdit. Et qu'est-ce qu'on risque? En fait, aujourd'hui, c'est une infraction. Il y a une amende qui est mise en place. Par contre, là, c'est surtout la récidive qui peut être problématique. Donc demain, on ne veut pas arrêter
de vapoter. Donc on continue devant l'officier, devant le policier, on Ouais, nous je souffle vois. dessus. Voilà, il y a toutes ces possibilités. Ça, c'est de la provocation. C'est de la Ça peut aller- provocation. ça peut aller très loin. Exactement. C'est plutôt ça en fait qu'il faut regarder parce que le vapeur lui-même, voilà, même si c'est interdit, etc. Il y a tout un élément qu'il faut aussi faire attention. Mais il faut comprendre qu'ici, en Thaïlande, toutes les infractions peuvent aller jusqu'à sont toutes marquées, c'est toutes marquées à des peines de prison. On voit toujours, bonjour, on peut avoir une amende ou 6 mois de Oui, je prison. vois ça. On voit toujours ça, mais enfin les gens sont toujours choqués. Mais attends, mais je peux aller en prison pour ça. Non, généralement c'est une amende, mais voilà, ils mettent toujours je dirais, cette large barrière pour en fait, pour les cas plus importants, pouvoir malheureusement voilà, mettre en détention. Si vous le permettez, on va faire un parallèle. Oui. Un jeune en France se fait arrêter avec un joint Oui. de ganja. Bon, on Oui. sait que c'est illégal. Et de l'autre côté, un Français se fait arrêter avec une vape en train de vapoter en Thaïlande. La réalité, je pense que déjà, moi en tout cas, de ce que je vois, c'est qu'en France, on n'a pas la même application, si vous voulez, par rapport à souvent ces personnes-là, on leur fait un rappel à la loi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas vraiment la même dureté de la sanction. Alors qu'en Thaïlande, ça prend toujours des proportions qui sont énormes. La personne perd son passeport, on lui confisque, on va lui demander de venir tous les mois au tribunal, pas tous les mois, mais parfois c'est toutes les semaines, de venir pointer au tribunal en attendant son jugement. Enfin, il y a un côté stress, je veux dire, en plus, qui va se créer, parce que quand on n'a plus son passeport et qu'on sait qu'on va passer devant des juges, je veux dire, c'est pas des situations qui sont bonnes. Et donc voilà, il y a tout cet esprit-là où je dirais qu'en France, c'est différent, je dirais, les éléments sont beaucoup moins graves en fait. Quand on est sur ce côté-là, on va dire désolé, on a une petite amende, on va vers une signification, ou ça va être un rappel à la loi, mais on va pas être sur une confiscation des droits de liberté ou autre point. Une autre loi aussi qui passe sous le radar pour les étrangers et qui pour nous au départ est difficile à assimiler, c'est la loi sur la calomnie et la diffamation en Thaïlande. Oui. Parce que alors là, on n'a pas du tout ça en France. Et moi qui suis sur les réseaux en Thaïlande, j'ai un gros compte TikTok thaïlandais et un compte TikTok français. La différence est énorme. En Thaïlande, on n'a pas le droit de parler du mal ou de faire perdre la face à quelqu'un en ligne. C'est un très bon point parce que il y a beaucoup d'affaires. Moi, on a beaucoup de demandes au cabinet sur ce type de délit. En fait, je pense qu'aussi le monde a changé et que les gens ont tendance à beaucoup diffamer. Il faut comprendre qu'en Thaïlande, la diffamation, c'est pénal. On peut prendre les considérations qu'on connaît sur ce point-là. Maintenant, il y a des côtés aussi de la diffamation qui peuvent être pénalisés en France. Je veux dire, il y a une possibilité de pénaliser, encore une fois, aussi si elle est publique, etc. Mais en Thaïlande, je dirais que c'est un aspect qui est clair. On a déjà vu des dossiers qui sont... Quand on met un 0 étoile sur un hôtel de Google Review, on se fait poursuivre. Ah, ça, c'est incroyable. C'est des choses qui sont arrivées. Et ils ont gagné, l'hôtel a gagné. Ils ont gagné. Je le rappelle, un hôtel 3 étoiles, je crois, a eu une mauvaise review, un mauvais commentaire sur TripAdvisor, il me semble, et s'est fait poursuivre par l'hôtel. Celui qui a fait laisser le commentaire s'est fait poursuivre par l'hôtel et a perdu, c'est ça? Exact. Et en fait, elle avait dû enlever son commentaire, mais elle avait passé tous les problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire que son passeport avait été confisqué, etc. Enfin, Grosse amende aussi? Grosse amende aussi. C'est incroyable. Enfin, je crois il y avait une possibilité de transiger. Il y a une grosse différence entre la France et la Thaïlande. C'est qu'en France, quand on veut faire du pénal, il faut qu'on passe par l'action publique. C'est-à-dire qu'on va déposer une plainte, après la police est saisie, fait une enquête, décide de poursuivre ou pas poursuivre. En Thaïlande, et on peut aussi faire une citation directe. Mais c'est des côtés qui sont rares. Alors qu'en Thaïlande, c'est des côtés qui sont un peu plus communs. On peut aller directement au tribunal. Dans ce cas-là, il faut vous démontrer votre innocence. C'est un peu ça que je disais par rapport à la présomption d'innocence, qui est un peu différent avec la France, que vous êtes en citation directe, vous devez prouver que vous n'avez pas commis les éléments. Et si vous venez pas au tribunal, le juge a tendance, en gros, à vous condamner. Ouais. Donc il faut que vous soyez notifié et que vous ayez bien reçu la convocation. Premier point. Deuxième point qui est vraiment important, c'est surtout concernant, je dirais, par rapport à la police. Vous déposez aussi également votre dossier à la police, mais vous pouvez toujours transiger. Alors qu'en France, vous pouvez pas transiger pour une affaire pénale. Vous pouvez pas poursuivre, la police continue, et après dire « Attention, je me suis mis d'accord ». Vous pouvez, mais l'affaire continue. C'est un crime, c'est un point, un délit, enfin il y a eu un délit qui a été commis, donc de ce fait, il y a une infraction, la police continue, je dirais, l'action publique est lancée. Alors qu'en Thaïlande, sur les affaires privées, on peut toujours s'arranger. C'est ça qui est incroyable, qui m'avait surpris quand je suis arrivé. Dans toutes les étapes de... Alors, pas tous les infractions. Il y a des infractions qu'on estime qu'on ne peut pas, en fait, si vous voulez transiger, c'est surtout pour les infractions privées, c'est-à-dire entre parties. Par exemple, je vous donne un exemple, ça va être des infractions qui sont surtout concernent deux personnes, par exemple, ou des infractions qu'ils estiment qu'ils ne vont pas toucher, en fait, au domaine du public. Le vol, par exemple, on peut
quoi qu'il arrive, même si on transige, le procureur va continuer, par exemple. Donc il y a on appelle ça en anglais des incomparable crimes. C'est-à-dire vraiment que le juge, enfin le procureur et la police vont continuer quoi qu'il arrive. Ok. Mais il y en a d'autres où on peut vraiment transiger. Par exemple, l'accident de la route. Certains accidents de la route, s'il n'y a pas de dégâts graves, ben, le policier va dire pas de problème, on va transiger, on va continuer. Voilà, on va pas... Je reviens 2 minutes sur la loi sur la diffamation. On a une loi sur la diffamation en France, on est d'accord, mais celle en Thaïlande est différente pour moi, de mon expérience, dans le sens où vous pouvez dire la vérité sur quelqu'un et toujours être poursuivi. Et c'est la différence entre la diffamation et la calomnie que nous, on ne comprend pas forcément et que j'ai mis du temps à comprendre aussi, c'est que je peux dire, Maître Benoît, par exemple, il a fait quelque chose de mal, et même si c'est vrai, je le dis en ligne, même si c'est vrai que j'ai les preuves qu'il a fait quelque chose de mal, je peux être poursuivi pour l'avoir diffamé. Exactement, en fait, chacun a le droit de poursuivre qui le veut. En fait, en Thaïlande, moi, c'est ce qui m'a aussi choqué, c'est qu'il n'y a pas de filtre au greffe. Vous arrivez, vous n'aimez pas une personne, vous lui faites 15 procès. Et la personne doit se présenter 15 fois et montrer 15 fois son innocence. Et le juge, il est obligé de prendre le dossier, etc. Enfin, ça, c'est ça qui est assez incroyable. Et il y a même des techniques, moi je vois même des avocats, parfois, qui font cette technique-là pour faire craquer la partie adverse. Et c'est un peu la différence, je dirais, de régime entre aussi les moins sur les absences de filtre aussi. Mais attendez, ce que vous me dites, là, c'est que si on a l'argent, en fait, on peut faire craquer n'importe qui. C'est possible. C'est possible, mais après, c'est des techniques, si vous voulez, c'est des techniques juridiques, etc. Maintenant, c'est un système, voilà, le système judiciaire permet cette flexibilité, permet cette ouverture. La personne peut aussi se défendre. C'est-à-dire que la personne peut aussi attaquer. Et généralement, même, c'est ce que proposent les avocats. Les avocats disent toujours, si vous faites attaquer, essayez de trouver des éléments aussi pour attaquer vous aussi en retour. C'est ce que font généralement les avocats contentieux ici. Est-ce que cette loi sur la diffamation explique que on ne parle pas mal du gouvernement en ligne, il y a quand même un respect sur le gouvernement, l'armée et aussi la famille royale? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de mal, hein. Je pense que les institutions, l'autorité, l'ordre, c'est des choses qu'il faut respecter dans tous les cas. Surtout que, encore une fois, quand vous êtes étranger, généralement, on est là, on a des visas temporaires. On est invité. On est invité, exactement. C'est un bon terme d'ailleurs. On est invité. Donc je pense qu'il faut bien respecter là où on vit. Il faut aussi l'accepter. Il faut aussi accepter la justice. Il faut aussi accepter le système. C'est vrai qu'il est complètement différent de la France. Parfois, on a des incompréhensions en tant que Français parce qu'on vient avec, je dirais, nos principes, nos droits. C'est Notre culture. Notre culture, voilà. La famille royale, on n'en parle pas. Il y a ce qu'on appelle la lèse-majesté. Donc, on n'en parle pas, point final. Voilà, donc, on le dit à tous nos compatriotes, on ne parle pas de la famille royale, que ce soit en ligne ou en privé, ou avec des amis thaïs, point. Voilà, c'est tout. Le risque est vraiment énorme. L'immigration, visa, vous faites aussi ça ici? Vous réglez tous les problèmes d'immigration, de visa? Oui, c'est des points que l'on fait. Nous, on a un département visa avec tu as plusieurs avocats qui travaillent dedans, qui sont spécialisés dedans. Donc, je dirais qu'on a beaucoup de demandes. Overstay, alors il y a plein de mythes sur les overstays, 1 semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on risque? Vraiment, ce qu'on risque, c'est 3 mois. C'est après 3 mois, vraiment, c'est criminalisé et on est vraiment dans une sanction pénale. Là, avant les 3 mois, c'est vraiment l'amende. Vous pouvez payer et en fait, vous payez votre amende de 500 bahts par jour, mais qui a un plafond directement. Par contre, il faut faire attention. Dès qu'on passe ces 3 mois, on a une situation qui est extrêmement sensible. En tous les cas, faut pas être en overstay parce que c'est un record en fait. Hein. Vous avez un dossier après qui est à l'immigration avec votre nom. Je veux dire, le but c'est pas être en overstay. Voilà. Et le risque après 3 mois, c'est quoi? Ben, c'est du pénal, donc on est vraiment dans une situation complexe. C'est-à-dire que si demain la police vous arrête, vous êtes jugé quoi. S'ils vous arrêtent sur le territoire. Donc, ce qu'il faut, je dirais, quand on est dans cette situation, c'est être accompagné et arriver à avoir, je dirais, de bons avocats pour pouvoir sortir du pays et payer ce qu'il faut payer, parce qu'il y aura des amendes à payer. Mais il faut éviter, je dirais le blacklisting. Oui, de continuer comme ça, à vivre dans cette illégalité, je veux dire. Une personne, nos compatriotes, est restée 6 mois en overstay. Il vient vous voir pour recevoir des conseils. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Déjà, il faudra régulariser sa situation. Donc, nous, on va mettre un plan par rapport à sa situation. Avec nos avocats thaïlandais, on va regarder ce qui va être le mieux pour lui par rapport à sa situation. Il faut regarder pourquoi il a été en université, dans quelle situation, dans quelles circonstances, quel type de visa il avait. Et on va essayer de comprendre. Et quand on a compris tous ces éléments, on va mettre un plan d'action pour que il puisse partir du pays en fait directement, parce que clairement vous êtes déjà en situation irrégulière, donc vous êtes déjà en illégalité dans le pays, donc il y a déjà une infraction qui s'est créée.
Donc, Le premier souci, c'est de pouvoir déjà sortir du pays, c'est ça. sans problème. Exactement. Donc nous, on regarde avec nos équipes ce qu'il est possible de faire et pas faire par rapport à ça. Je me suis battu dans la rue, sortie de club, bourré. Je me fais arrêter, garde à vue. Quels sont mes droits? Est-ce que je dois appeler est-ce que j'ai droit à appeler un avocat? Comment ça Bien se passe? sûr, vous avez tout le temps le droit d'appeler, enfin vous pouvez appeler un avocat, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, hein. Vous pouvez vous faire accompagner, vous faire représenter par un avocat. C'est même ce qu'il faut faire, hein, je veux dire. Vous ne devez jamais rester seul dans une situation, surtout que souvent quand on est face, on va dire, à la police, on est dans une situation où on ne comprend pas les choses, on ne comprend pas la langue. Vous êtes devant des documents time qu'on va vous demander de signer. Est-ce que les documents sont corrects? Est-ce que voilà, il faut quand même lire, il faut quand même comprendre ce qu'on va signer. Donc moi je pense que l'avocat est primordial, clairement. Si la police nous questionne, est-ce qu'on peut être silencieux comme dans les séries télé américaines et dire moi je parle pas sans que mon avocat intervienne? On peut, si vous voulez, on a. Alors, ça Parce sera que c'est un dans peu- la culture ici ou pas? Oui, il y a cette culture-là. Par contre, l'officier va le noter, c'est-à-dire qu'il va le noter dans son rapport qu'on n'a pas voulu coopérer, qu'on n'a pas eu une démarche aussi active. Le mieux, c'est vraiment qu'on précise qu'on ne parle pas bien la langue et qu'on voudrait que pour des clartés, qu'on ait son avocat qui arrive et pour que vous puissiez bien expliquer. Parce que c'est la réalité, en fait. Ouais. C'est que vous allez commencer à parler et vous comprenez pas trop ce qui se passe et peut-être que les éléments vont être mal interprétés, mal traduits et ça peut prendre des conséquences qui sont énormes. Moi, c'est ce que je recommande. Un autre mythe aussi, c'est qu'en cas de gros pépins, par exemple la bagarre, et on sait qu'on risque peut-être même de la prison si la personne a été vraiment blessée, on nous dit que l'ambassade peut pas vraiment aider dans ces cas-là. Est-ce que l'ambassade vraiment sert ou, Bien sûr. est-ce qu'ils vraiment ils essayent ou pas d'aider? Oui, bien sûr qu'ils essayent d'aider. Je veux dire, l'ambassade, d'ailleurs, C'est leur rôle? alors, il faut comprendre il faut pas confondre avoir un avocat et le rôle de l'ambassade. Le rôle de l'ambassade, c'est pas faire de l'ingérence, je dirais, en Thaïlande. Le rôle de l'ambassade, c'est assister et nous aider, en tout cas nous, pour sortir en France. Maintenant, si on a fait une infraction pénale en Thaïlande, on doit répondre de la justice thaïlandaise. L'ambassade peut pas dire du jour au lendemain, bonjour, voilà, vous n'avez plus rien à vous reprocher. C'est pas le rôle de l'ambassade. Par contre, l'ambassade fournit par exemple une liste d'avocats, une liste de notoriété qu'elle permet en tout cas de lister plusieurs cabinets. Vous êtes dedans? On est dedans. Ok. Mais en tout cas, elle permet aussi de mettre en relation avec les avocats, elle permet aussi d'apporter un soutien. Je pense qu'un soutien, c'est important, vous savez, que vous comprenez pas ce qui vous arrive, que vous êtes arrêté, etc. Donc, il y a un vrai soutien avec des éléments d'assistance qui sont mis en Interprète, place. peut-être? Alors, interprète, parfois, des discussions peut-être pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas au rôle de l'ambassade d'interpréter ce qui va se passer ou ce qui va arriver. Je veux dire encore une fois, ça, c'est à la personne qui a des problèmes de prendre un avocat, de faire le nécessaire pour qu'elle soit accompagnée. Mais l'ambassade ne va pas vous sortir de prison si vous avez commis un crime. Non, mais c'est pas le rôle de l'ambassade. Et puis c'est une ingérence. Encore une fois, c'est une ingérence. C'est comme si demain un Thaïlandais a des problèmes en France, l'ambassade l'ambassade de Thaïlande en France va pas faire partir la personne de garde à vue et lui faire prendre l'avion. C'est pas ça n'existe pas, je dirais. Sinon, on serait choqué en tant que Bien Français. sûr. Eux, les Thaïlandais, seraient choqués ici. Bah, c'est bien de le dire parce qu'on entend beaucoup de ces histoires où on pense que l'ambassade c'est vraiment le sauveur, c'est Superman qui va venir nous sauver. Alors ils font beaucoup, hein. Ils font beaucoup. Moi, je trouve qu'ils font un travail formidable. Personnellement, ça, j'aimerais bien le souligner. Mais c'est pas leur rôle. mais c'est pas leur rôle. Voilà, c'est pas leur rôle. Ok. Tout ce qui est drogue, stupéfiants, on a parlé du vapotage, mais on va mettre ça de côté parce qu'on en a déjà parlé. Ici, ça ne rigole pas. Clairement. Et dans l'Asie du Sud-Est en général, vraiment, vous pouvez risquer gros. Quels sont les risques en fait de sortir en soirée, de prendre un petit peu de C, de trucs comme ça là? Alors les risques sont énormes. Enfin moi en tout cas tout ce qui est drogue, j'ai toujours vu des situations qui ont été dramatiques. Les gens qui ont pris beaucoup d'années. J'ai vu quelques dossiers, surtout dans mon ancien cabinet d'avocat, où j'ai vraiment vu des dossiers vraiment difficiles sur ça. Tout ce qui est drogue, les conséquences sont extrêmement graves. En plus, tout dépend de la quantité. Consommation, revente, c'était quoi? Revente surtout. Ouais. Revente, on est sûrement sur des peines qui peuvent aller jusqu'à 30 ans, ça dépend ce qu'on vend. Et à l'époque, la consommation, c'était même extrêmement... Enfin, tous les drogues dures, je dirais surtout, les peines sont juste énormes. En fait, dans toute l'Asie en général. Hein, Ouais, c'est l'Asie du Sud-Est est connue pour ça. C'est connu pour ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Quand quelque chose vous arrive sur ce point-là, prendre les bons avocats, intervenir, je dirais, sur le dossier,
et montrer son innocence. Mais déjà, la première chose à faire, c'est pas prendre de drogue. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Le problème de nos compatriotes qui viennent en vacances en Thaïlande, c'est qu'ils se retrouvent dans la soupe. On appelle ça la soupe. Les jeunes appellent ça la soupe, c'est-à-dire que ouais, tout le monde le fait, donc je vais le faire aussi. C'est facile d'accès et comme tout le monde le fait, on va faire pareil, mais ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Par contre, depuis 4-5 ans, le cannabis a été légalisé. Alors, il a été légalisé, certes, mais il y a eu des règles aujourd'hui qui sont... C'est quoi, c'est il y a un an et ça s'est durci un peu? Ben non, quelques mois, là, ils ont mis en... Alors, ça fait presque un an, vous avez raison sur ça. Ouais. Mais pas qu'ils ont durci, mais ils ont mis plus d'encadrement, ce que je trouve légitime aussi, puisque c'est quand même... Ça reste une drogue, hein, le cannabis, faut quand même le point. Mais aujourd'hui, ils ont mis des règles en matière d'achat, avec des restrictions, avec des médecins qui doivent aujourd'hui certifier les consommations, etc. Voilà. Le gros problème, et vous me dites si j'ai tort ou pas, c'est qu'on vendait des edibles, donc des bonbons au cannabis, qui étaient très très forts, et que les enfants allaient acheter ça, et que ça se retrouvait dans les cours de collège et de lycée, et qui se shootaient, quoi, carrément. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abusaient de ces points-là et qui faisaient de la drogue avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez... des gens qui modifiaient en fait la molécule, et c'était vraiment des drogues, parce qu'au final, c'était même plus du cannabis, c'était des trucs qui étaient devenus des drogues dures. Donc, il y avait vraiment des abus, clairement. Faire du business en Thaïlande. Alors là, c'est la question que tout le monde pose. On veut venir ici, on veut ouvrir une société. Alors, tout le monde le sait, un permis de travail. Oui. Si vous êtes directeur, il faut 4 employés taille. 4 employés taille, il faut qu'ils aient la sécurité sociale. Oui. Il faut un comptable. Oui. Quel est le cas de problème que vous voyez le plus avec nos compatriotes qui viennent ouvrir des sociétés ici? Ben, je pense que les problèmes sont... Ça, c'était les problèmes qu'on voyait habituellement, mais il y a des problèmes nouveaux qui arrivent. Hein. Avec, aujourd'hui, il y a plein de gens qui, quand ils ont des sociétés, ben, il faut qu'ils mettent aussi qu'ils payent le capital social. Ne pas payer le capital social, c'est une infraction. 2 millions de bahts, c'est 2 millions de bahts, mais il faut le payer. Sinon, c'est une fausse déclaration devant l'officier. Ça fait du pénal. Alors, Maître Benoît, il y a 14 ans, c'était beaucoup plus flexible. Alors, bien sûr, c'était plus flexible. Mais aujourd'hui, il faut quand même payer, il faut quand même mettre... Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment montrer l'argent. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des contrôles dans différents types d'industries de sociétés en Thaïlande. Et ces contrôles vont concerner la société en général, mais aussi l'actionnariat, qui est actionnaire, qui est partenaire, etc. Et donc, il faut bien montrer qu'on a payé cet argent, qu'on a bien investi dans la société. Et donc, il faudra, moi je pense, en tout cas, c'est ce que je recommande à tous mes compatriotes, c'est de pas rester dans, peut-être, dans les pratiques que vous me dites que c'est plus simple. Ça, c'est, je pense, un discours qui est un peu biaisé. Il faut plutôt respecter la loi de façon stricte, parce qu'encore une fois, on est invité dans ce pays. Donc, il faut être irréprochable, en fait. Voilà. Donc, clairement, faire une société, payer le capital, des 2 millions, voilà. On les met, 2 millions, on procède, etc. Pour éclaircir, il y a 14 ans, quand j'ai commencé ma société, je l'ai commencé avec une partenaire Thaï, donc elle avait 51%, j'avais 49%, et c'est elle qui a géré tout ça, et elle m'a dit, bon, à l'époque, c'était beaucoup plus flexible dans le sens où pas besoin de montrer l'argent. Bref, aujourd'hui, il faut tout faire de manière carrée. Une autre question qui revient tout le temps, c'est l'histoire des partenaires Thaï. Alors, on entend souvent ce mot, prête-nom, pas prête-nom. Moi, admettons, un de nos compatriotes veut ouvrir une société mais n'a pas d'amis Thaï. Comment il fait pour démarrer une société sans Thaï? Comment ça marche? Parce que c'est une société Thaï. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des possibilités de faire des sociétés sans Thaï avec des licences spécifiques, comme le BOI par exemple. Ah, ok. Donc, moi, en tout cas, c'est demain une personne souhaite faire un business mais qu'elle n'a pas de partenaire Thaï, c'est sur ça plutôt qu'elle doit se lancer. Mais il y a d'autres licences aussi qui vous permettent d'avoir 100% de votre business. C'est le Foreign Business License, le FBL, ça s'appelle. Et c'est une licence qui vous permet d'avoir 100% de propriété thaïlandaise. Et comment on a cette licence? C'est une licence qu'il faut demander. C'est en fait, en gros, la propriété thaïlandaise en matière de société, elle est définie par une loi qui s'appelle le Foreign Business Act. C'est une loi très ancienne qui a été venue en fait encadrer, en gros, la propriété thaïlandaise et qui pouvait, en fait, quel type d'activité les Thaïlandais pouvaient, enfin, il fallait avoir un partenaire Thaï et ceux où il ne fallait pas avoir un partenaire Thaï. Il y a 3 listes qui sont données. Donc, en gros, cette licence, en fait, est le fruit de cette loi qui a été en fait promulguée. Et le point qui est important, c'est qu'il faut juste faire un dossier qui est assez solide, un business plan qui est très, je dirais très développé, et le soumettre au gouvernement, donc directement au département du business développement. Quel type de business est éligible alors? Tout type de business est éligible, mais il faudra qu'on regarde. Alors tout type, il y a des business bien sûr qui le sont moins ou qui sont dans les listes 3, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de business qui peuvent être éligibles aujourd'hui. Il faut juste qu'on soit sur des activités qui sont dans les listes 2 et 3 par rapport à cette loi. Donc pas de restaurant. Oui, il y a des choses qui sont quand même compliquées. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les business où
où les Thaïs ne peuvent pas concurrencer avec nous. C'est-à-dire tout ce qui est peut-être dans les nouvelles technologies, dans les points, etc. C'est des points que, oui, ça va être avec le BY, ça va être aussi, on peut avoir des points avec le ABL, mais tout ce qui est restaurant, etc., tout ce qui est dans le monde de la nuit, etc., c'est des points qui sont beaucoup plus difficiles. Même le monde de l'immobilier, par exemple. Parce qu'on est en compétition avec les Thaïs là-dessus. Oui, voilà. On fait quelque chose que les Thaïs peuvent faire. Exactement. Mais même on touchait parfois à des choses, à des éléments un peu protégés. Les prête-noms alors. C'est un restaurant, Mhm. il veut ouvrir un restaurant et dans ce cas-là, c'est une société Thaï. 51% de la société doit être à des Thaïs, donc la facilité, il veut des prête-noms. Il veut juste mettre des noms sur les parts Thaï. C'est complètement illégal, on est d'accord. Complètement. Et de plus en plus regardé par le gouvernement. Oui. Checké quoi, par le gouvernement. Oui. Donc, quelle est l'alternative? L'alternative, et plusieurs, déjà, c'est avoir un vrai partenaire Thaï, quelqu'un avec qui on va vraiment faire un partage. Et qui va vraiment investir. Et qui va vraiment investir, qui va vraiment être avec vous. Voilà. Et en plus, je pense que c'est des points qui sont importants parce que il faut aujourd'hui dans ce pays, de toute façon, travailler avec les Thaïlandais. C'est le point le plus important. Donc quand on fait un business, on ne peut pas faire un business tout seul. Je dirais c'est un point, surtout dans la restauration par exemple, c'est un point qui est difficile, je pense. Donc il faut prendre son temps, trouver le bon partenaire et commencer son activité avec un partenaire thaïlandais. Une des façons, comme avait expliqué Khan, votre employé, qui est venu faire le podcast avec nous, qui était très intelligente, j'ai trouvé, c'est que votre partenaire en fait fasse un prêt. C'est-à-dire, vous lui prêtez l'argent en fait pour qu'il investisse sa part. On sait faire un prêt s'il peut investir sa part, mais il ne faut pas que le prêt soit fictif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un remboursement, des points, etc. Il faut faire attention à ça. Et il faut aussi que c'est un prêt, il y a un taux d'intérêt, etc. Donc il faut trouver un Thaï qui accepte de prendre d'emprunter et de rembourser. Et il ne faut pas que ce Thaï, en plus de ça, ça soit, on va dire, un prêtement déguisé, je veux dire. Donc il faut vraiment qu'il ait d'activité, qu'il ait des dividendes, qu'il assiste aux assemblées générales. Voilà, c'est l'actionnaire. Il a des obligations aussi en la matière. Un permis de travail, 4 employés Thaï, et pareil, même si c'est une toute petite structure, il vous faut 4 employés Thaï, les prête-noms. Alors, ça c'est une réalité. Par contre, si on est marié à une nationale Thaï, c'est 2 personnes. Donc c'est divisé par 2. Donc on est à 2 personnes. Et si on a un BOI, 0. Alors BY, non, il en faut quand même. Vous pouvez faire un BY avec... En fait, la réalité du BY, c'est, pour être clair, le BY, c'est une licence, en gros, où vous faites un business plan, vous soumettez, et on vous donne, en fait, les bénéfices. Donc, en gros, c'est un business plan. Mais vous pouvez pas faire un BY en disant, moi, je vais mettre 150 farangs, 150 étrangers, et je mets 0 Thaï. Ils vont vous le rejeter de suite. Ils vont vous demander, nous, on veut des Thaïs. On veut que vous en mettez. Et donc, il y aura toujours dans le business plan des Thaïs qui vont être inscrits dedans. Mais il n'y a plus ce ratio de un étranger, 4 Thaïs. Non, c'est complètement différent, c'est d'autres circonstances. Par contre, vous êtes contrôlé pendant le BOI, vous avez, pendant 3 ans, en fait, il y a des déclarations à faire et des reporting à faire. Et clairement, si le BOI s'aperçoit que vous n'avez pas mis les Thaïs que vous avez proposé d'engager, vous risquez de perdre votre BOI, clairement. Est-ce qu'il y a toujours aussi l'avantage de ne pas payer des impôts pendant 7 ans? C'est ça, 7-8 ans? Alors, c'est 4 catégories. On est catégorie A4, A3, A2, A1. Et ça commence à 3 ans et ça va jusqu'à 12 ans. Voilà. Et ça peut être étendu pendant 3 ans sur une base de 50%. Ça dépend des catégories. La première catégorie, A1, c'est à 12 ans, on est souvent dans la recherche-développement. Et en fait, plus on va en bas, plus ce sont moins les catégories vous donnent d'avantages fiscaux. Voilà, si vous avez des compétences vraiment spécifiques, ça vaut vraiment le coup de regarder si vous pouvez obtenir la licence BOI parce que c'est très très avantageux. Est-ce qu'on a le temps de parler de la famille, du droit de la famille? Bien sûr. Ouais. Est-ce que se marier en Thaïlande, est-ce qu'il faut faire un contrat, pas faire un contrat? Comment ça se passe ici? Moi, faut parler à un avocat. Je veux dire, moi, je serais bien sûr plus pour proposer un contrat, mais il faut comprendre qu'ici, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis qui s'applique. Par défaut. Par défaut. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, maintenant, on peut faire un contrat, bien entendu, pour harmoniser ce régime, l'harmoniser encore une fois, mais sans ce contrat, il n'y a pas d'harmonisation. Donc, moi, je suis toujours pour proposer la rédaction, en tout cas, conseiller, en tout cas, la rédaction d'un contrat. Vous avez des histoires d'horreur à nous raconter? Toujours, vous savez, on voit toujours des bons... Quand on se marie, il y a aussi le mauvais côté. Après, on voit des divorces aussi, on en voit souvent. Donc, il faut absolument, moi je pense, faire un contrat solide pour que vous puissiez être protégé. Vous avez eu des gros cas comme ça où Nous, on en voit souvent. Je veux dire, on voit des cas de divorce, des cas de mariage. J'en ai fait beaucoup, bien sûr, en Thaïlande. Je me marie avec ma copine. Je commence un business où elle a absolument rien à voir avec le business. Dans 10 ans, le business vaut 100 millions de bahts. Et on divorce, la moitié va lui revenir? La réalité, oui, parce que déjà, cette personne, souvent, si elle est mariée, est-ce qu'elle était déjà actionnaire à 51% dans la société? Et il faut savoir que le régime de la communauté Osake, c'est un régime où
on a une communauté qui se crée au moment du mariage. Donc en gros, plus on se marie longtemps, plus la communauté va être grande. Donc il y aura le partage de la communauté qui peut être énorme si demain on est marié pendant 30 ans par exemple. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Une question qu'on ne pose pas assez, la question de l'héritage. Alors, moi je suis en Thaïlande, j'ai acheté mon condo. Est-ce que je dois faire un testament? Est-ce qu'il y a des droits de succession? Comment ça marche ici en Thaïlande? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, on a, je dirais, un peu une fiscalité qui est faible comparée à la France, si on compare avec la France bien entendu, sur les successions, où en fait on a une exonération de la fiscalité jusqu'à 100 millions de bahts. C'est énorme. C'est énorme. C'est 2 millions 500. C'est ça, exactement. Et après, après ces 100 millions, c'est 5%, 5,5%. Par contre, il y a quand même des droits de mutation. C'est-à-dire que vous allez quand même payer si demain vous faites des transferts par exemple au land office sur un condominium, il y a quand même des fees à payer qui vont aux alentours de 2 à 3%. Mais c'est ridicule. C'est ridicule comparé à ce que vous payez dans une succession forcément de type française, bien sûr. Par contre, il faut faire attention, ça va dépendre aussi beaucoup de la situation géographique de l'héritier. Si l'héritier il est basé en France, là il y a des possibilités, bien entendu, que ça soit imposé en France. Donc tout ça, il faut quand même le regarder quand il fait une Si succession. l'héritier est basé en France, il va être imposé sur la... S'il est résident fiscal français, qu'il habite en France et qu'il reçoit un héritage de type français, par rapport à la loi française, il peut bien entendu... Même si le bien est en Thaïlande. Alors, le transfert sera fait directement sur ça, mais le bien sera rattaché à la succession française que fera le notaire, et donc de ce fait, il y aura le calcul qui va être fait dans cette base. Donc c'est important que la résidence fiscale est importante sur ce point. Quelqu'un meurt et n'a pas de famille, comment ça se passe? Où va la succession derrière de ses biens, de ses atouts en Thaïlande? Alors, si quelqu'un meurt, ça c'est une très bonne question. On est par rapport au code civil, en fait, on est sur une répartition qui ressemble, j'ai bien, à la loi française, sauf que la différence, que les parents peuvent aussi hériter. Les parents également sont des ascendants du premier degré, donc ils peuvent hériter directement au même titre que les enfants. Pour éviter ça, les gens font généralement des testaments. Donc des testaments, ce qui permet directement de transférer directement le patrimoine. L'avantage avec la différence avec la France, c'est que le testament permet un transfert de propriété directement à n'importe quelle personne, même un tiers, sans taxe. Ah, ok. Voilà. Enfin, Mais sans taxe, c'est quand même hyper personne. avantageux, ça peut donner des idées. Hein. Ça peut donner des idées, ça peut être intéressant. Parfois, on a même des biens qu'on voudrait qu'un ami les récupère parce que c'était quelque chose qu'on a fait avec lui, même une société, etc. Donc, il y a des points, je pense, qui sont intéressants, qu'on peut quand même moduler. Voilà, grâce à ça. Si on a une société, admettons en France, et qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on pense s'expatrier en Thaïlande, est-ce que rapatrier son argent ici, quand on vient s'expatrier en Thaïlande avec sa famille, c'est une bonne idée au niveau droit de succession? Clairement. Ça me paraît. Ça l'est, clairement. Non, mais ça me paraît incroyable, parce que quand même en France, les droits de succession sont hallucinants. Mais encore une fois, il faut aussi rappeler que même si vous partez, etc., il y a aussi des facteurs qui vont jouer sur où est situé l'héritier. Parce que l'héritier, lui aussi, va avoir des droits à payer. Vous comprenez? Donc, si l'héritier il est toujours basé en France, il faut... Ouais, les enfants, dans ce cas-là, les enfants seraient ici avec la famille. Exactement. Donc exactement. Là, dans ces cas-là, si on est par rapport à un non-résident fiscal qui est situé en Thaïlande, oui, ça marche. Je me suis marié avec Maël, on a des enfants, ça se passe mal. Comment ça marche en Thaïlande? Le droit de garde, la pension alimentaire, est-ce que c'est comme en France ou pas? Alors, c'est pas le domaine où j'excelle le plus sur ce point-là, mais pour répondre rapidement, il y a des lois, il y a des points qui sont, je dirais, clairs sur ce point-là. Est-ce que ça marche comme en France? Oui, c'est à peu près des règles qui sont similaires, parce que c'est le code civil qui s'applique également en Thaïlande, mais qui sont bien sûr d'une interprétation différente, par rapport aussi aux montants aussi qui vont être donnés par rapport à ça, puisque c'est des montants qui vont être basés par rapport à la Thaïlande, etc. Et par rapport aux revenus qu'a la personne. Maintenant, il faut comprendre que la différence aussi beaucoup entre ce procédure thaïlandaise et une procédure française, c'est qu'en Thaïlande, le juge essaie toujours de faire une médiation entre les parties. Donc tout le temps, le juge va essayer de lire, essayer de nous entendre. Vraiment, à toutes les étapes de l'audience, vraiment. À toutes les audiences.
Donc il est là en fait pour aider les parties à faire la conciliation. Vraiment. Exactement. En fait, il essaie vraiment que les parties aient une conciliation jusqu'au bout. Après, si vraiment elle voit qu'il n'y arrive pas, bien sûr, on a un jugement qui va être prononcé avec la dernière audience. Donc la pension alimentaire est commune ici, vous me dites, c'est quoi? Oui, bien sûr qu'il y en a une. En fait, c'est des points que c'est comme en France, hein, je veux dire, sur ce point-là. Maintenant, c'est après sur quelle base, parce qu'il y a des bases en fait que doit être déterminée une pension alimentaire. Les critères sont La garde. exactement, mais les gardes, etc. C'est des critères qui sont différents, qui sont interprétés différemment d'ailleurs. Je vous ai vu à la télé il n'y a pas très longtemps. Mhm. Il y a à peu près un mois de ça, et ça m'a vraiment fasciné parce que vous avez été la victime, votre bureau, votre société a été victime d'une énorme arnaque et qui a fait beaucoup parler. Cette arnaque est survenue après un changement ou une évolution de la loi. Et est-ce que vous pouvez nous en parler parce que c'est vraiment criant? Oui, bien sûr. Mon cabinet a été victime d'un énorme scam où on a modifié la direction de mon cabinet et l'actionnariat en falsifiant ma signature avec juste un document. Donc ces personnes ont falsifié ma signature et ont pu, avec cette falsification, directement changer la direction et l'actionnariat du cabinet. Chose qui en général n'arrivait pas, en tout cas pas à ce niveau, mais qui est arrivée parce qu'il y a eu un changement avec en ligne. Il y a eu Exactement, en fait, il y a quelques mois de ça, en fait, le DBD, qui est le département du business développement, c'est là où on fait les modifications des sociétés, a mis en place un système en ligne qui permet de faire les modifications en ligne des sociétés. N'importe quelle personne, comptable, avocat, peut directement avoir accès et faire les modifications. Donc, ces scammers ont juste falsifié ma signature et pris un comptable qui a certifié que j'avais signé devant lui. Juste avec ces 2 points. attendez, il a falsifié, il a authentifié par un comptable. Exactement. En fait, tout document juridique qui doit être fait en ligne doit être signé ou par un avocat ou par un comptable. Ils ont pris un comptable qui n'était même pas de Bangkok. C'était un comptable qui était dans un village excentré de Mais Bangkok. comment lui, il certifie la signature s'il est à l'extérieur? Il ne peut pas normalement. Ouais. Mais en gros, le scammer lui a donné le papier, cette personne l'a certifié, a touché la somme qu'elle devait toucher et a pu faire ce changement. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Donc moi, en tout cas, quand on s'est aperçu le lendemain du changement de notre société. J'ai de suite demandé les documents au DBD. Donc j'ai eu les copies, j'ai vu les points, j'ai vu ma signature, j'ai dit mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? J'ai demandé l'actionnariat et ils ont pu changer le fait que j'étais actionnaire parce que dès qu'ils sont directeurs, ils ont pu changer le mot de passe pour avoir accès en ligne. Donc ils ont eu accès en ligne, ils ont changé l'actionnariat en ligne. Enfin, c'est incroyable. Sauf que là où ça se corse, c'est qu'après, ils vont à la banque et ils retirent de l'argent. Exactement. Donc Et ils se présentent comme le nouveau directeur. Ils se présentent comme le nouveau directeur, vont à la banque et directement demandent les retraits de sommes de mon cabinet à la banque. Et vous en êtes où alors dans cette affaire là maintenant? Eh bien écoutez, cette affaire a bien avancé puisque juste après notre passage à la télé, de toute façon on avait bien avancé dans cette affaire, hein, même avant le passage, mais juste après le passage à la télé, on a réussi à attraper l'intégralité de l'équipe de scammers. Ils ont tous été attrapés. Tout s'était attrapé, des biens ont été saisis également. Donc là on est en procédure actuellement de récupérer les biens au sein de notre cabinet. Notre cabinet, au final, continue toujours de marcher normalement. Il n'y a pas eu, si vous voulez, d'éléments négatifs par rapport à ça sur notre cabinet. On continue de marcher, nos clients sont toujours satisfaits, on continue toujours de servir nos clients et on va récupérer nos avoirs là sûrement en 2026. Mais c'est en cours, voilà. Après, il y a toujours des procédures, il y a toujours un délai, bien entendu. C'est ce que j'allais vous demander. Mais c'est en cours, bien sûr. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, eux, ils sont poursuivis, il y a une procédure qui peut durer... Est-ce que c'est rapide en Thaïlande ou c'est plutôt lent comme en France? Non, c'est rapide. On est sur une procédure rapide, on serait sur un jugement qui va sûrement arriver, je pense, en milieu de l'année prochaine. Et par rapport à ce jugement après, directement, on va récupérer nos avoirs. Donc, des actifs ont été saisis, ces actifs aussi également on va se récupérer par rapport aux actifs qui ont été saisis. Donc, ils sont rentrés, il y a eu une petite brèche, ils se sont faufilés dedans. Quand j'ai vu l'émission télé dans laquelle, je me souviens plus comment ça s'appelle cette émission. C'est une émission où justement ils montrent les scams, les arnaques, et c'était très intéressant. Et les présentateurs thaïs étaient outrés. Oui, en fait outrés parce que clairement, c'est une absence quand même d'identification et de contrôle. Donc tous les pays, quand vous avez un système en ligne, on vous fait, il y a quand même un système d'identification. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui pourrait falsifier la signature, pourrait changer dans une société et le soumettre et après
changer. Enfin, c'est assez quand même, je dirais, en tout cas, nous, on a trouvé un peu une légèreté par rapport à ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a, bien entendu, on est passé à la télé parce qu'on voulait quand même qu'il y ait plus de renforcement. C'est ce qu'on a d'ailleurs le message qu'on a fait passer sur ce point-là. On a également écrit aux différents organismes pour que quand même il y ait une mobilisation sur ça et que Ça bouge. pour que ça bouge, pour qu'il y ait quand même une protection. Et en tout cas, nous aujourd'hui, même si cette affaire, bien entendu, c'est une affaire quand même qui a secoué notre cabinet. Notre cabinet se porte très bien. Et c'était il y a un mois, enfin, tout est arrivé vraiment très rapidement. Exemple, très rapidement, ouais. C'est très très Et je tiens à dire aussi qu'à la télé, les présentateurs taille, sont-ils juristes d'ailleurs? Alors, je pense pas qu'ils sont juristes. Non? Ben, ils partageaient votre sentiment d'indignation, vraiment. Ils étaient vraiment désolés. Oui, écoutez, j'ai apprécié en tout cas le soutien des différents présentateurs à ce moment-là, mais je pense que tout le monde a été, je dirais, outré de voir ça. Et surtout que je voulais quand même préciser une chose, ces scammers, c'était pas leur premier coup. Ils avaient fait plein de coups avant quand même, hein, et ils avaient donc fait ce même procédure avec plein d'autres sociétés. Dans les 2-3 mois qui ont suivi l'ouverture de cette brèche? Oui. Incroyable. Donc c'est pas, j'étais pas le coup d'essai. Voilà. Ok. Voilà. Quelle est l'affaire? On va finir avec cette interview sur un ton un peu plus léger. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier en Thaïlande par rapport à votre activité en France? Parce que vous avez exercé en France aussi. Quelle est la différence et qu'est-ce qui vous plaît ici? Bah écoutez, moi en tout cas, bon ça fait faire maintenant quand même longtemps que je suis en Thaïlande, donc déjà ma vie est ici, mais ce qui me plaît c'est que on est toujours même dans un métier, même si aujourd'hui j'exerce pas comme avocat thaïlandais, je reste quand même directeur d'un cabinet d'avocat. Et ce que j'aime bien dans le métier d'avocat, c'est vraiment l'échange avec nos clients, mais aussi ce côté où il faut aider nos clients et les assister. Donc c'est toujours été un côté il y a beaucoup d'altruisme dans le métier d'avocat. Et j'ai cette passion, je dirais, de pouvoir toujours aider mes clients et leur pouvoir en tout cas leur aider dans toutes les étapes de leur business. Vous avez déjà sauvé à nos compatriotes d'une situation impossible? Oui, oui, beaucoup. Oui. Quel type? Plein. Un accident de la route, des situations d'oversté, des situations de bagarre, des situations de diffamation. Ouais. Il faut comprendre que moi, je suis plus un avocat, je suis pas un profil qui va rentrer dedans. Je suis plus un profil conciliateur qui va essayer toujours d'apaiser, de trouver des solutions à tous les compatriotes pour que tous rentrent dans l'ordre. Donc, et souvent, ma façon d'agir permet toujours de résoudre des conflits. Alors maintenant, après, bien sûr, parfois il faut aller au tribunal, il faut y aller, mais j'estime toujours que c'est toujours bien de regarder s'il y a une possibilité de compromettre un dossier. Mais ça coûte moins cher aussi. Ça coûte moins cher. Le but, c'est pas aller au tribunal, faire 15 procès, comme vous l'avez bien précisé, et de passer son temps au tribunal. Je pense que les gens, quand ils prennent un avocat, ils veulent de l'efficacité, ils veulent que les choses se finissent le plus rapidement possible, et ils veulent du résultat. Votre avenir, vous le voyez où? Ici, toujours? Toujours en Thaïlande, même malgré ce qui s'est passé. Le cabinet est fort, on a une belle équipe, donc moi je ne me vois pas partir. Vous rentrez en France exercer ou Non, ça fait quand même pas mal de temps aujourd'hui que je ne rentre... Enfin, je rentre en France, mais quand je rentre... pour exercer. C'est pour les vacances. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour l'avenir? Écoutez... Marier 2 enfants. Voilà, par exemple. Ça, c'est une bonne chose, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Vous êtes déjà marié, d'ailleurs? Je suis pas encore marié, mais bientôt un enfant. Donc, ok, voilà. super. Donc, et on a des heureux événements qui vont arriver. Et voilà, c'est un nouveau challenge aussi par rapport à ça. Maître Benoît, vraiment merci beaucoup pour cet entretien qui était vraiment informatif. Ben, merci à vous, surtout pour le temps. Et j'espère qu'on pourra se revoir 1 ou 2 fois par an pour reparler un peu de tout ce qui est juridique. Avec plaisir. Et voilà, de toute manière, on va poster ça. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu après cette affaire. Et encore merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.